Donc c'est très... Et puis avec ça, bon, il y avait quelques faut avoir 2 traces siècles de protestantes. recul quand même. Et puis surtout des ancrages territoriaux très nets, alors que pour l'islam, il y a des populations d'origine musulmane, mais progrès éducatif peut-être, mais progrès moral, certainement pas. Si vous voulez, je pensais qu'il y avait les gens savent pas lire, et puis il y a progrès, les gens savent lire, et puis les gens font des études supérieures. Et j'avais une vision de l'humanité qui atteigne un niveau de désarroi idéologique, politique et économique fondamental, vient du fait que justement ce carburant religieux de la modernisation est épuisé. Vous retrouvez Le Grand Témoin présenté par Louis Dauphren. La pratique catholique en France a chuté dans des proportions inouïes sans que l'institution d'ailleurs ne cherche vraiment à comprendre ce qui se passe ni à se remettre en cause. Un tiers des fidèles qui venaient à l'église par exemple avant la crise du Covid n'y reviendront pas, rien que ça. Malgré tout, le catholicisme continue à avoir une influence sur les votes et les mentalités, sa culture, son héritage, peut-être plus que son message d'ailleurs, qui n'est pas toujours facile à déchiffrer, deviennent des enjeux, un objet de récupération même. Car en fait, tout le monde délaisse un petit peu ce qu'a représenté le catholicisme en France. Les catholiques peut-être eux-mêmes d'ailleurs. Il y a une conception patrimoniale aujourd'hui et on voit que certains candidats, en particulier à droite, insistent là-dessus. Il y a près de 10 ans, en 2013, Emmanuel Todd, historien, anthropologue attaché à la démographie historique, utilisa cette expression de catholique zombie. Un catholique zombie, c'est une personne dont les parents étaient ou sont catholiques mais qui s'est détaché de cette religion. On en connaît tous, évidemment. Où en est ce phénomène? Que recouvre-t-il? Au secours, Jésus revient avait titré Libération au moment de la primaire de François Fillon, avant que celui-ci ne fût assassiné politiquement, bien sûr, et heureusement. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Bon, c'est sympa de venir nous voir pour essayer de... Voisin. En voisin, je sais que vous n'êtes pas loin. Alors je précise aussi, vous avez un ouvrage en cours qui s'appelle « Où en sont-elles ?» Elles, ce sont évidemment les femmes. C'est une esquisse de l'histoire des femmes. C'est aux éditions du Seuil. On va en parler également après notre séquence électorale. Et puis, vous avez participé également à un hors-série spécial présidentiel de la revue Mission. Ça, c'est assez étonnant quand même. Non, je ne sais pas si c'est le spécial présidentiel, mais j'ai fait dans la revue Mission. Oui, c'est pas le spécial présidentiel, c'est la revue Mission, mais c'est le numéro habituel. Une longue interview sur divers sujets. Ça commence par mes conceptions, mes absences de conception religieuse, et puis on parle effectivement, il est beaucoup question de ce qui est devenu, ou à quoi sert la matrice religieuse originelle de nos sociétés en général et de nos sociétés politiques aussi, puisque l'une des choses que je dis dans cet entretien, c'est que les gens sous-estiment le degré auquel la matrice religieuse des sociétés, en particulier des sociétés chrétiennes, donc la société française, était importante dans le développement de la suite, y compris dans le développement de la modernité. C'est-à-dire, je présente les solidarités sociales, la moralité, l'attention aux enfants, la structuration familiale qui relève de la religion, comme une sorte de stock d'énergie et d'évidence et de trucs qui permet la vie sociale et qui a été utilisé en fait par la modernisation comme du carburant en fait, sur lequel s'est appuyé. Donc on voit la disparition des croyances religieuses dans le bassin parisien qui mène à l'émergence, à la Révolution, à des choses comme ça, puis la chute du catholicisme sur la périphérie après 1960, qui va mener à l'émergence du Parti socialiste, etc. Mais ça vaut aussi et encore plus dans le domaine économique. Je veux dire, les premiers décollages économiques doivent beaucoup à la matrice. Alors là, ce sera plutôt la matrice protestante qui a permis le décollage de certaines même si ça a été contesté, hein. Moi, je pense quand même, mais pas comme... Parce que l'Italie du Nord catholique a été à l'origine du capitalisme, plus que l'éthique protestante. Ça c'est très bien, absolument exact. Je pense à la phase d'après. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme... je ne suis pas du tout sur ce plan-là un fidèle de Max Weber, si on peut dire, parce que je ne crois pas du tout que ça soit des questions de religion, de rapport de la religion au prêt, au taux d'intérêt, des choses comme ça. Mais c'est simplement que le protestantisme avait exigé l'accès de tous les fidèles aux Écritures, ou en tout cas au petit catéchisme de Luther.
et qu'il a fait l'alphabétisation de masse, et que l'alphabétisation de masse, tout le monde sachant lire et écrire, a permis le décollage économique ultime. Mais je dirais par accident. Le projet protestant, Luther et Calvin, se pensaient plutôt dans un rapport au passé qu'un avenir économique. Mais donc, ce que je dis quand même dans cet entretien, c'est qu'on approche, je pense qu'une partie de notre désarroi, puisqu'il faut bien dire la vérité, on est dans des sociétés qui atteignent un niveau de désarroi idéologique, politique et économique fondamental, vient du fait que justement ce carburant religieux de la modernisation est épuisé. C'est-à-dire qu'il est épuisé en France, on parlait de la France, mais aux États-Unis, les gens en sont moins conscients ici, qui était un bastion résiduel de religiosité dans le domaine protestant, dans les jeunes générations, ceux qui restaient de pratiques religieuses protestantes s'est effondré aux États-Unis aussi. C'est derrière le phénomène Trump, il n'y a pas du tout la main obscure des républicains fondamentalistes, etc. Il y a au contraire leur effondrement, ce qui a permis un phénomène aussi bizarre dans sa forme que Trump, c'est l'effondrement final du protestantisme américain. Mais alors Emmanuel Todd, j'ai assisté à la conférence que vous avez donnée justement à la revue Mission pour expliquer le contenu de cet entretien dont vous nous parlez. Donc on pourra consulter cet exemplaire de la revue Mission, outre celui qui est consacré à la présidentielle. Et vous sembliez dire en fait qu'aujourd'hui on est un peu désarmé pour analyser les choses au regard de la situation française. Il y a une forme... Alors vous parlez de désarroi, c'est le cas. Et puis vous disiez sur le catholique zombie, je ne sais pas si vous regrettez cette expression, mais elle vous a valu beaucoup d'échanges un peu venimeux. C'est-à-dire, en fait, pour parler franchement, l'apparition de cette expression, c'était dans le livre que j'ai fait avec Hervé Lebras. Avec Hervé Lebras, qui s'appelait Mystère français, si mes souvenirs sont exacts. Mystère français 2013. Voilà, Hervé Lebras, fils de Gabriel Lebras, père de la sociologie religieuse en France, et on avait constaté que on était déjà dans une phase très basse de pratiques religieuses, mais que les religions qui avaient été les dernières à abandonner le catholicisme résistaient mieux finalement à la globalisation. C'est-à-dire que les taux de chômage y étaient plus bas, les performances scolaires y étaient meilleures, aussi la périphérie de l'ensemble français, à l'est, à l'ouest ou dans certaines régions du Midi. Et on avait vu là-dedans la trace des solidarités, justement, résiduelles qui avaient survécu, puisque avec l'Église allait une certaine conception de la famille, de la coopération. On pourrait prendre, par exemple, des exemples de coopération intercommunale, beaucoup plus active en zone anciennement catholique. Mais j'avais choisi, c'est ma responsabilité, l'expression catholique zombie parce que j'avais peur qu'on me prenne ou qu'on nous prenne pour des sous-marins de l'Église, mettant en évidence des caractéristiques, en vérité, il faut l'avouer, positives de l'empreinte religieuse. Donc c'était un terme un peu rigolo, mais que j'avais mis en défense pour ne pas être soupçonné. Et simplement, quand j'ai analysé les manifestations Charlie, dont j'avais trouvé la carte dans Libération, j'avais vu réapparaître la carte du catholicisme ancien. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'elle est apparue vraiment dans la politique française. Et je m'étais dit, ça n'est pas une résurgence du vieux républicanisme centré sur le bassin parisien, c'est un rapport avec la trace du catholicisme, ça n'est pas les régions universalistes républicaines, c'est autre chose, c'est pas la peine d'entrer vraiment dans les détails. Et j'avais réutilisé l'expression catholique zombie. C'est-à-dire, Charlie, les grosses manifestations, c'était une expression des catholiques zombies. Enfin, ça n'était pas que ça, et pas ça à Paris certainement, mais sur le reste du territoire, il y avait une corrélation tout à fait significative, élevée même. Et donc, j'ai réutilisé l'expression. Et là, évidemment, comme le livre était plutôt une dénonciation de l'intolérance dressée contre les musulmans,
Et puis comme il s'agissait de l'islam, donc d'un truc religieux, pas de dynamisme économique, les gens, souvent les gens ont rien compris, ils ont cru que j'attaquais les catholiques, alors qu'un catholique zombie n'est plus catholique en fait. Et alors là, bon, c'était le mot est devenu maléfique. Mais maintenant, au point où j'en suis, comme j'utilise beaucoup les traces des structures anciennes dans la vie sociale actuelle, par exemple les structures familiales complexes du passé n'existent plus en Russie, mais il y avait une famille communautaire qui explique beaucoup de traits du régime russe, on pourrait dire la même chose du Japon, etc. Et donc je pourrais parler de familles communautaires zombies, de familles souches pour le Japon zombies. Vous voyez, donc le terme zombie dit bien quelque chose qui est mort, mais qui est quand même toujours là. Je trouve que c'est techniquement utile. Donc j'espère l'employer suffisamment pour me débarrasser de catholiques zombies dans la masse. Emmanuel Todd, est-ce que l'islam est un sujet trop récent pour pouvoir faire l'objet d'une étude dans la profondeur, dans la longueur en France? C'est-à-dire de pouvoir précisément calquer sur ce phénomène religieux les analyses que vous avez pu faire pour le catholicisme matriciel. C'est techniquement beaucoup plus compliqué parce que pour ce qui permet l'analyse différenciée de ce qui arrive au catholicisme, c'est des ancrages territoriaux. C'est-à-dire qu'il y a des traditions régionales en France qui permettent de comparer des régions où la pratique religieuse catholique s'est effondrée vers 1730-1740. On a des belles études du recrutement en prêtres pour voir ça. Des régions où le catholicisme a subsisté, et s'est même renforcé au 19e siècle, sur la périphérie de l'Hexagone. Donc c'est très... Et puis avec ça, bon, il y avait quelques faut avoir 2 traces siècles de protestantes. recul quand même. Et puis surtout des ancrages territoriaux très nets, alors que pour l'islam, il y a des populations d'origine musulmane importantes, mais elles sont dispersées sur la moitié est du territoire. On ne peut pas, et elles sont partout, quoi qu'on dise, très minoritaires, et c'est impossible de distinguer, je veux dire, par des méthodes territoriales. Je veux dire, c'est des populations importantes, on pourrait travailler. Je veux dire, ça ne me gênerait pas du tout de penser en termes d'islam zombie. Je veux dire, il y a des catholiques zombies, il doit y avoir des musulmans zombies, des choses comme ça. Le concept serait tout à fait applicable. Et techniquement, ça serait possible par des techniques de sondage très lourdes, etc., dont je n'ai pas les moyens moi-même. Moi, je suis très habitué à utiliser la cartographie, et là, je suis un peu désemparé. Pensez-vous, Emmanuel Todd, que la crétinisation des élites bourgeoises amènera à la fin de la démocratie? Alors, c'est un peu crétinisation des élites. Là, il n'y a pas de problème. J'adhère à ce que j'ai dit moi-même. Je n'ai pas changé d'avis. Mais la fin de la démocratie ou les menaces sur la démocratie, dont la fin, en fait, parce que je pense qu'on est dans un autre régime, c'est lié à un dans quel régime, alors? Je crois qu'on est dans une structure... On va voter dans quelques jours? Oui, mais c'est... comment dire? On est dans un régime où... Je vais essayer d'être plus spécifique. C'est pour moi, la démocratie est associée à l'alphabétisation de masse. C'est-à-dire quand tout le monde a commencé à savoir lire et écrire, et ben les gens sont devenus citoyens, les hommes puis les femmes. Et puis les gens qui étaient en haut, les gens qui avaient fait des études supérieures étaient très peu nombreux. Et donc, s'ils voulaient exister socialement, écrire, parler, etc., il fallait qu'ils s'adressent aux simples alphabétisés, aux gens de l'instruction primaire. C'était ça le cadre de la démocratie idéale. C'était la nation. Et puis ensuite, il y a eu le développement de l'éducation supérieure qui a amené à l'apparition d'un groupe chez les jeunes, mais bientôt ça sera en fait dans la masse de la population, de 30% d'éduqués supérieurs. Et donc, à une restratification éducative du pays. C'est-à-dire l'éducation, je veux dire, l'homogénéité éducative du pays a été brisée par le développement de l'éducation supérieure. Et le groupe supérieur, en dehors du fait qu'il a eu tendance à se penser supérieur, s'est trouvé capable de vivre sur lui-même. C'est-à-dire que pour exister socialement, il suffit de parler à ce groupe des supérieurs. Il ne doit plus rien à ceux qui sont en dessous. Ceux qui sont en dessous peuvent ne pas exister. Et c'est la base de l'émergence, non pas du populisme, mais d'abord, au moment de Maastricht, de l'élitisme qui a amené en réaction le populisme. Et bien entendu, si on a un deuxième tour Macron-Le Pen, ça sera la persistance de cette opposition. Et donc, c'est pas quand je dis que la démocratie n'existe plus, c'est parce que le groupe supérieur
est très dominant. Il n'est plus divisé par des idéologies, le catholicisme, le communisme, etc. Le groupe inférieur dit à tendance ou capable de produire du populisme, je veux dire, est très atomisé. Et en fait, la domination du groupe supérieur est telle qu'elle résiste aux procédures électorales. C'est-à-dire que ce qui caractérise notre système, si par hasard on fait un référendum 2005 sur la question européenne dont le résultat est non, et ben, la machine politique se trouvera le moyen de dire non au référendum. Et en ce sens, je veux dire, les gens d'en bas ne comptent plus. Ne comptent plus. Et le vote est libre, on s'exprime, le système est libéral. Mais en fait, les 2 tiers de la population ne participent plus à la décision. C'est pour ça, je pense je pense que le bon terme pour décrire notre société est le terme de oligarchie libérale. D'autant plus que le gouvernement qui est élu dépend des règlements européens. Sont d'une superstructure, il n'a pas la maîtrise de la politique monétaire, de la politique commerciale, donc il ne peut pas vraiment gouverner. Donc l'Europe elle-même est un système inégalitaire, etc. Donc on est un système de l'hierarchie libérale. Mais je veux dire, il y a une vie après la démocratie. J'ai pas dit que la Terre allait s'effondrer, mais je dis que notre système ne mérite plus le nom de démocratie. Quand même une idole. Vous brûlez une idole un peu quand même. Non, je dis qu'il y a, si vous voulez, la démocratie, on peut la voir comme des institutions, c'est-à-dire on a des institutions qui fonctionnent, on vote, il y a la liberté de la presse, etc. On peut la voir, je vais vous faire du Montesquieu, on peut la voir comme un système de mœurs. Et donc avant, on avait les institutions et des mœurs démocratiques dans lesquelles les gens qui étaient élus faisaient ou s'efforçaient de faire ce pourquoi ils avaient été élus. Maintenant, on a des institutions démocratiques, mais on n'a plus de mœurs démocratiques. Et les gens qui sont élus se contrefichent des désirs des électeurs. C'est une règle absolue que les élus ne se considèrent pas comme devant représenter les électeurs. C'est le principe de la représentation qui abolit en fait la démocratie comme système de mœurs. Est-ce qu'on sait, Emmanuel Todd, si ce type d'évolution des régimes est cyclique, auquel cas l'oligarchie dans laquelle on se trouve aujourd'hui aboutirait à une fin de cycle peut-être? Est-ce que c'est prédictif? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe après si on considère qu'on est un petit peu dans un retour au 19e siècle finalement, entre un affrontement entre ceux du bas et du haut, non? Non, on n'est pas du tout dans un retour, parce que en fait on est... Alors c'est vrai que le niveau éducatif baisse, et je dirais de façon démocratique, pour les enfants de cadres comme pour les enfants d'ouvriers. C'est la baisse mais il reste très élevé. Il y a des éduqués supérieurs qui dominent. Il y a des gens qui savent toujours lire et écrire. Et je dirais que donc le retour au passé, pour revenir au passé, il faudrait revenir à des gens qui savent lire et écrire, avec ou sans faute d'orthographe, et très peu d'éduqués supérieurs. Mais on est plutôt en train de s'engager dans un truc assez bizarre. C'est un gonflement de l'éducation supérieure par les écoles de commerce. Donc c'est des études supérieures qui valent, je dirais, de moins en moins. Mais il y a un paradoxe, Emmanuel Todd, quand même. Vous nous dites que plus il y a de monde qui accède en fait aux études supérieures, donc on peut imaginer que ça développe quand même l'esprit citoyen, la réflexion, l'esprit critique, etc. En tout cas, on reçoit plus d'informations. Plus la démocratie s'affadit, s'attiédit et devient une oligarchie. C'est quand même un peu un paradoxe. Mais moi, j'étais un grand croyant en l'éducation et je percevais le développement de l'éducation supérieure, malgré cette stratification, cette tendance inégalitaire, élitiste qui va avec, comme un progrès. Mais progrès éducatif peut-être, mais progrès moral, certainement pas. Si vous voulez, je pensais qu'il y avait les gens savent pas lire, et puis un progrès, les gens savent lire, et puis les gens font des études supérieures, et j'avais une vision de l'humanité arrivant à une conscience supérieure. Mais c'est clair que les éduqués supérieurs ne valent pas plus moralement que ceux d'en bas. L'inverse, d'ailleurs, est vrai. C'est-à-dire l'idée que les gens d'en bas, dans la structure éducative, possèdent une essence plus pure et meilleure que les gens d'en haut, non. En fait, à un certain niveau, le reflux de moralité politique et il n'y a pas d'effet mécanique en fait. Non, mais on fait pour notre bonheur et notre malheur. Dans l'histoire humaine, les sociétés occidentales avancées font la course en tête. C'est-à-dire, mais les États-Unis d'abord, mais on fait aussi actuellement
les États-Unis aussi en premier, la course en tête dans le déclin et dans l'apparition de formes nouvelles qu'on ne sait pas. Cela dit, je pense quand même, je veux dire, il y a des... on peut trouver, je veux dire actuellement, je m'amuse. Moi, je suis un bon démocrate de centre-gauche, ça ne veut plus rien dire, mais c'est pas grave. Et j'ai évidemment, comme tout homme de ma génération, un attachement presque nostalgique à la démocratie représentative. Je serai fidèle à ça, mais je m'amuse à réfléchir à des arguments pour la suppression du suffrage universel, carrément. Parce que, alors, l'un des premiers arguments, c'était les mécanismes gérontocratiques dont on n'a pas parlé. Le vieillissement de la population donne trop de pouvoir électoral aux vieux. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, je dis, il faut corriger ça. Comment corriger? Ben voilà, je veux dire, le suffrage universel, il était conçu pour un âge médian de 25-30 ans, pas pour un âge médian de 40 et de 50 pour les électeurs. Donc c'est un premier argument. Mais il y a un autre argument, qu'est-ce que c'est que faire de la politique en France? Autrefois, c'était, on était dirigeant d'un parti, d'une force, on se faisait élire, c'était rapide, on n'y consacrait pas trop d'énergie, et on pouvait garder du temps mental et intellectuel pour penser l'économie, la société, le monde, et faire des choses dans tous les domaines. Mais maintenant, être un homme politique dans un système où il y a une oligarchie qui doit dominer, mais qui doit maîtriser une procédure électorale où le peuple ne sera pas représenté, consacre énormément d'énergie à se faire élire. Et pour se faire élire, je vais parler vulgairement, il faut couillonner l'électorat. Donc le but des élections, maintenant, être un homme politique efficace, maintenant, ça n'est pas avoir des projets pour l'avenir, c'est être efficace dans le, je vais parler de plus en plus vulgairement, dans le couillonnage de l'électorat. C'est une perte d'énergie considérable. Je veux dire, mais pourquoi faut-il couillonner l'électorat? Parce qu'il y croit. Il y croit aussi. Quand il va à un meeting, il y croit. Oui, mais il faut mettre en scène des spectacles alors qu'on ne pourra rien faire. Donc, par exemple, le problème actuellement, on a une élection présidentielle. On parle de tous les sujets, on parle de... Sauf du seul... Qui vous intéresse? Non, pas qui m'intéresse, qui nous sauverait du déclin économique, etc., avec les mesures concrètes, pas juste 3 mois, etc., la réindustrialisation du pays, la nécessité de sortir des règles européennes pour protéger des secteurs économiques, les reconstruire, de retrouver de l'autonomie monétaire pour que l'État retrouve, en coordination avec les entreprises privées, je ne suis pas du tout étatiste, une capacité d'investissement. C'est de ça dont on devrait parler. Mais en fait, comme on ne peut pas parler de ça, il faut parler d'autre chose. Donc on va parler de l'islam, on va parler de l'identité, on va parler de... Alors la politique extérieure, c'est un peu plus compliqué parce qu'actuellement, elle risque d'interférer avec la baisse du niveau de vie, puisque l'entrée en guerre de l'Europe et du monde, je veux dire, crée une situation d'urgence. Et peut-être que ça va perturber au final toutes les règles du jeu politique. Mais je veux dire, la vie politique actuellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai arrêté de regarder parce que c'est juste, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Et d'ailleurs, le président n'y participe, qui risque d'être réélu. Oui, c'est en soi un aveu. N'y participe même plus. C'est parce que là, il y a des problèmes. Enfin, il s'abrite derrière le fait qu'il y a des problèmes urgents à résoudre sur le plan international pour avouer la vérité, à savoir que ces élections ne servent à rien. Une dernière question, Emmanuel Todd. Malheureusement, c'est trop court ce matin, mais est-ce que, quand vous dites réformer le suffrage universel, vous y pensez réellement? Mais non, pas du tout. Ou corriger, c'est possible? J'ai dit qu'il y avait un problème sur lequel il fallait réfléchir, mais que je restais attaché oui, ça, je n'en doute pas, mais vous pensez qu'on peut arriver à une phase ultérieure où on réfléchira aux moyens de changer les choses? On devra y réfléchir. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai peur, en fait, qu'on soit bientôt dans des situations d'urgence économique, de baisse du niveau de vie et d'anxiété qui mènent à des décisions radicales que je ne peux même pas imaginer et que je ne tiens pas à imaginer. Je veux dire, je vis quelque chose. Je veux dire, moi, j'ai eu 20 ans en 68. Le monde actuel est hallucinant Merci, dans son obscurité. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Emmanuel Todd. Allez, les femmes, on en parlera à une autre occasion. Où en sont-elles? C'est votre dernier essai au Seuil. Merci. Et je rappelle que vous êtes historien, anthropologue. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, dans cette vidéo, Emmanuel Todd décrypte les effets du déclin religieux, notamment catholique, sur
la société française. Il met en lumière la perte de repères sociaux et moraux, la montée d'une élite déconnectée et une crise de la démocratie qu'il qualifie d'oligarchie libérale. Ce recul des valeurs collectives renforce tout simplement les divisions sociales, le populisme et une défiance croissante envers les institutions. Ces constats soulèvent tout simplement des questions essentielles comme est-ce que la France est vraiment toujours une démocratie représentative? Est-ce que pour vous, la religion reste encore être une matrice sociale? Partagez avec nous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'analyse dans le monde. À tout de suite.